J'arrête de parler, je passe, la parole, sans plus attendre à nos, témoins, suivants et là, je vais inviter, Dominique Renaudet et Virginie Fleury à, parler de, la l'étape numéro 3. Alors, je vois dans les écrans partagés que, je vous ai mis un écran qui n'est pas bon. Alors, je vous demande un instant, s'il vous plaît. Juste le temps Voilà. juste le temps de trouver Gabriel, excusez-moi. En fait, l'outil Klaxoon, en fait, c'est-à-dire ça nous permet de récolter ce que vous avez, en fait, au quotidien comme base de données sur les différents actes, sur les différentes, étapes et donc du coup, n'hésitez pas, voilà, à alimenter, en fait, ces bases de données qui, en fait, peuvent, servir à d'autres également parce qu'on a chacun nos références et donc du coup, c'était pour essayer de capitaliser tout ça. Donc non, n'hésitez pas à même si c'est des bribes de sites internet ou autres, en fait, on fera le travail de synthèse par la suite. Donc, du coup, le jouet collectif. Merci beaucoup, Mickaël, pour cette précision. C'est vrai que c'est un outil qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser, mais c'est un fabuleux outil de recueil d'informations en un seul endroit. Alors, donc, Dominique Renaudet, je vous redonne la parole, mais là avec une question différente qui est liée à l'ISO 37101. Donc, comment mener une démarche contractuelle en lien avec le projet et en accompagnant les transitions. Alors, quand on dit ISO, souvent, des gens ont fait peur et puis on fait fuir un certain nombre d'acteurs. Là, ce qui est intéressant dans ce que vous allez nous dire, c'est qu'il y a des outils qui ont été faits pour rendre accessible cette norme et non seulement la rendre accessible, mais surtout proposer des outils de passage à l'action. Et je crois que c'est ça le plus intéressant, c'est tout le travail qui a été fait avec différents acteurs, dont l'ANPP, pour faire que cette norme puisse servir les intérêts et les démarches des territoires. Donc, si vous voulez bien répondre à la question suivante, comment mener une démarche contractuelle en lien avec le projet et accompagnant les transitions? Merci Dominique. Merci Gabriel, vous m'entendez Très correctement? Vous bien. voyez mon écran? Merci. Alors la question, elle est très large, hein, et donc je vais essayer de donner des pistes de réponse et non pas de répondre intégralement à la question. Et là, je vais changer un petit peu de casquette par rapport à tout à l'heure. Là, je vais intervenir plutôt au nom du ministère de la Transition écologique qui m'a missionné avec d'autres collègues pour travailler à ses côtés sur le déploiement de cette norme, ce référentiel ISO 37101. Donc j'ai quelques diapos, je vais prendre peut-être un tout petit peu plus de temps que tout à l'heure où j'étais très rapide et j'en ai presque bafouillé, mais là je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Et c'est vrai qu'après après ce moment tout à l'heure qui était un moment plutôt d'inspiration, je vous ai parlé de redonner du souffle au projet de territoire, je vous ai parlé de créativité, j'aurais pu vous parler d'agilité et ça a été dit. Là, je vais être un petit peu plus terre à terre et on va parler de la boîte à outils. La boîte à outils pour vous, pour justement travailler ce contrat de territoire. On sait que pour les CRTE, les délais sont très courts. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans la boîte à outils? En effet, on peut trouver l'ISO 37101. Donc, c'est quoi? C'est un référentiel méthodologique au service, alors là, en l'occurrence de la contractualisation, mais c'est au service d'autres choses, évidemment. C'est plus large que ça, mais on va l'utiliser, on va l'exploiter aujourd'hui dans l'après-midi sur cette question de la contractualisation. Et donc, derrière l'ISO 37101, qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme et enfin, voilà, cet intitulé un petit peu barbare? Eh bien, l'ISO 37101, c'est un dispositif, un référentiel qui a été développé par l'Association internationale de normalisation, de standardisation, qui s'appelle l'ISO, que vous connaissez pour la plupart. Et c'est un référentiel qui est assez jeune, puisqu'il a été publié en 2016. Et donc, il s'adresse aux communautés territoriales, je l'ai mis entre guillemets, parce que c'est comme ça que c'est défini dans la norme, et il faut le comprendre dans cet intitulé communauté territoriale de manière très extensive. C'est-à-dire ce sont les collectivités territoriales, mais au-delà des collectivités territoriales, l'ensemble effectivement des acteurs qui produisent quelque part, d'une manière ou d'une autre, des politiques publiques et des projets, voilà, et qui contribuent donc aux enjeux de développement durable. La constante de ce système de management du développement durable, c'est vraiment
de traiter la question justement des enjeux de transition énergétique et plus généralement de développement durable. Et donc, ça rentre dans ce qu'on appelle la catégorie des normes de management. Alors voilà, bah, quand on dit normes, vous l'avez dit, hein, tout le monde, moi je vous entends déjà tous crier d'effroi, on parle de normes, donc vous avez tous envie de partir et de quitter cette séance. Non, restez avec nous parce qu'en fait, derrière ce mot de normes qui fait peur, en effet, non, il y a des choses qui sont au contraire très intéressantes pour vous et qui, j'espère, vont vous servir. D'abord, c'est une norme qui est flexible, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser, vous allez voir, il y a beaucoup de bon sens derrière tout ça et vous allez pouvoir utiliser ce référentiel, ce système de management aux différentes étapes de maturation de votre projet. Donc il y a cette notion de flexibilité, de plasticité et qui devrait normalement donc vous rendre service et vous intéresser. Et puis, c'est une norme d'application volontaire. Ça, c'est vraiment important de le dire. C'est-à-dire que personne ne vous oblige à utiliser cette norme. Simplement, c'était vraiment un guide pour vous, un outil, hein, on est bien dans la boîte à outils, qui va vous permettre de structurer votre pensée, structurer toute une démarche, on parlait de concertation, structurer la concertation, documenter un certain nombre d'actions qui vont contribuer donc à mettre en place ce système de management et à le faire tourner. Et quelque part, au fond, c'est quoi? C'est une checklist de bonnes questions à se poser et des questions qui vont réinterroger le projet et peut-être d'ailleurs ouvrir des perspectives nouvelles qui n'avaient pas été envisagées jusqu'à présent. Et quand je parle de projet, c'est projet au sens très large, hein, c'est stratégie et projet déclinés sur un territoire. Et alors, en fait, hein, j'ai mis Monsieur Jourdain. Pourquoi? Parce que en fait, on fait tous de la 3701 sans le savoir. Vous en faites tous, en tout cas, de la 3701 sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette norme, c'est une norme internationale validée par plus de 50 pays à travers le monde. Mais la France y a beaucoup contribué, et notamment donc les représentants du ministère de la Transition écologique qui ont été associés à des groupes de travail. Et donc, on retrouve énormément de choses finalement qui sont dans les pratiques courantes, hein, l'héritage du management du développement durable en France, et notamment ce qui a été fait au travers des agendas 21 que vous connaissez tous. Et donc, on est sur des choses finalement qui sont très proches de la culture française du management du développement durable. Et puis, pour ne pas l'oublier, hein, ce qu'il faut dire, c'est que cette norme, ce système de management du développement durable, fait le lien avec les 17 ODD. Donc ça, c'est important, hein. Donc, il y a une compatibilité entre le système de management qui est proposé et ces ODD. Alors tout ça, ça a été, vous allez le retrouver dans des guides qui sont publiés sur le site du ministère. Et en fait, ces guides sont le fruit de travaux qui ont été menés avec des territoires pilotes et effectivement avec des associations d'élus, dont la NPP. 7 territoires pilotes ont bien voulu jouer le jeu de l'expérimentation de ce référentiel, comme je le disais, qui est un peu nouveau. Et parmi ces territoires pilotes, vous avez notamment donc le pays d'Épernay et puis le pays vendômois qui se sont donc voilà, pliés à l'exercice, mais je crois qu'ils en ont trouvé beaucoup de bénéfices. Et donc, on vous donnera ce lien de téléchargement vers les guides, sera mentionné dans le Vademecum que j'évoquais tout à l'heure, hein. Donc vous retrouverez toute cette documentation très, très facilement accessible. En quelques mots, je sais que le temps est compté, mais là, je voudrais vraiment vous dire ce que vous allez vous trouver dans ce référentiel, dans les grandes lignes. Vous allez trouver déjà des valeurs, hein, qui sont portées par ce référentiel, qui sont très proches des valeurs que vous portez parmi les adhérents de la NPP. Et notamment dans le pourquoi utiliser un standard comme celui-ci, hein. Eh bien, ça parle de la question de la transversalité et de la mobilisation pour faire de la co-construction. Donc la participation, la concertation sont vraiment inscrites au cœur de ce référentiel. Il y a l'idée du temps long, hein, que j'évoquais tout à l'heure quand on parle de projet de territoire, puisque c'est le point numéro 2, il s'agit d'enrichir le projet sur son cycle de vie, donc penser loin, voir loin, travailler le projet sur le temps long. Il y a l'idée de renforcer les capacités des ressources de pilotage de projet et de les outiller. Eh bien ça, c'est le travail que vous faites au niveau des pays et des PETR, hein. C'est vraiment quelque part de formaliser ce besoin d'ingénierie territoriale, d'ingénierie locale et d'animation territoriale que vous incarnez finalement. Et donc c'est également porté très fortement par ce système de management. C'est
En numéro 4, un dialogue, un cadre de dialogue qui est reconnu donc au niveau international, bien entendu, mais surtout qui va être reconnu au niveau national, puisque le ministère de la Transition écologique pousse pour le déploiement de ce référentiel. Et donc, quelque part, c'est un outil de dialogue entre les différentes parties prenantes et notamment les différentes échelles politiques, administratives, qui vont travailler autour d'un même projet. Et puis, cinquième point important, c'est bien sûr d'objectiver et communiquer sur le projet, d'être en capacité de rendre compte notamment aux populations, ça c'est très important. Donc là, le système de management propose une méthodologie et des outils pour le faire. Et puis en final, au final, c'est quoi? C'est d'améliorer la performance des politiques publiques. Alors, quand on parle de performance, il faut l'entendre, performance globale et notamment cohérence. On parlait tout à l'heure de donner du sens aux politiques publiques, donner du sens aux coopérations, donner du sens aux contractualisations. On est bien dans cette idée de redonner du sens et d'améliorer donc la performance des politiques publiques. Alors, toujours au pas de charge, puisque le temps m'est compté, mais sauf si vous me coupez, je m'arrêterai. Mais il y a trois grands principes à retenir dans ce référentiel. Trois choses finalement très simples. C'est un référentiel qui, vous allez voir, c'est beaucoup de bon sens. Le premier grand principe à retenir, c'est la cible que vous allez trouver tout en haut du schéma. Finalement, c'est de penser, de raisonner, de travailler le projet de territoire et donc la contractualisation qui va avec, au travers finalement de 6 finalités de développement durable qui ont été énoncées dans cette norme. Donc là, il y a 6 finalités, je les montrerai tout à l'heure. Et l'idée, c'est de se dire, j'ai toujours cette boussole, cette cible des 6 finalités en tête pour décliner, enfin pour construire, décliner mon projet de territoire et ma stratégie. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, ce sont les rouages du milieu. C'est finalement un ensemble de processus qui sont le cœur du système de management, dans lequel on va trouver bien sûr le fait qu'il y ait un fort portage d'engagement politique, le fait qu'il y ait donc le système de management lui-même avec une boucle d'amélioration continue que vous connaissez certainement, et puis ce qu'on a appelé dans la norme le support du système de management, qui est l'idée que bien sûr tout ça, ça n'est pas que de l'injonction, ça n'est pas que du yaka faucon qui serait décrété politiquement, c'est qu'il faut aussi des moyens, des ressources pour faire vivre ce système de management. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le support du système de management. Et le troisième principe, eh bien, c'est finalement le couteau suisse de la norme, de la 3701. C'est une grille qui permet de croiser les 6 finalités dont je parlais tout à l'heure avec les domaines d'action des politiques publiques sur un territoire. Et donc, la norme a énoncé 12 domaines d'action. Et donc, l'idée, c'est d'avoir cette grille de questionnement, cette grille d'analyse qui croise donc les finalités et les domaines d'action à tous les, on va dire, tous les passages obligés, les passages importants de construction d'un projet de territoire. Alors, les 6 finalités, vous les avez ici. Je vous laisse aller 5 secondes, 10 secondes pour en prendre connaissance. Je passe très rapidement. Là, je passe ce schéma très rapidement. Celui-ci, je m'y arrête 2 petites secondes parce qu'en fait, on est sur justement un autre schéma qui représente les rouages que j'évoquais juste avant. Et les grands blocs que vous voyez sur ce schéma donc, décrivent finalement le cœur du système. Le cœur du système, c'est de dire que, bien sûr, un projet doit être porté politiquement. Ça, c'est important. Et donc, il y a nécessité d'un fort engagement du politique dans le projet. Mais ça dit également, c'est le bloc qui est sur la gauche du visuel, ça dit également qu'il faut, bien sûr, impliquer les parties intéressées. Et là, on retrouve les notions de participation, de concertation, et puis de récit territorial construit avec les acteurs du territoire. Ça dit aussi, toujours dans le même bloc, que bien sûr, il faut une organisation adaptée. Alors pour vous, structure pays, ça veut dire que vous êtes déjà quelque part un peu l'organisation porteuse, je dirais par construction, de cette brique qui constitue le cœur du système de management. Vous incarnez quelque part l'organisation compétente pour porter ce type de système de management. Je vais aussi aller très très vite, mais vous voyez donc ce qu'on a appelé le support du système de management. Eh bien, ce sont des ressources, des compétences, de la sensibilisation, de la communication et des informations documentées. Et puis, vous avez donc la boucle d'amélioration continue. Je disais tout à l'heure que vous la connaissiez certainement. Et en fait, ce schéma, il montre quelque chose que certains d'entre vous connaissent certainement bien, puisqu'on est très proche des normes de management que vous connaissez au travers de l'ISO 14001, par exemple, le système
système de management environnemental. En fait, on est dans la même famille de dispositifs. Donc, si vous connaissez la 14001, si vous connaissez la 9001, par exemple aussi, vous allez très, très vite pouvoir prendre en main la 3701 parce que c'est une déclinaison à l'échelle des politiques publiques territoriales de ces systèmes de management. Voilà, la fameuse grille dont je parlais tout à l'heure qui va vous servir à différentes phases du système de management. Et les 12 domaines d'action, je passe très vite, mais qu'on retrouve comme étant les politiques publiques majeures menées par les territoires. Un exemple de travail, mais ça, c'est qui est fait au travers de la grille, qui permet de questionner le projet, de le remettre en perspective, d'avoir des éléments de communication sur le projet et de décliner derrière un certain nombre d'actions, de trouver un plan d'action adapté. Et donc, en résumé, toujours au pas de charge, mais je pourrais compléter s'il y a des questions. Et puis surtout, je pense que ça vaudra probablement le coup de faire peut-être avoir des réponses un peu plus ciblées en dehors de cette séance. Donc, en résumé, c'est un cadre référentiel partagé donc qui permet de construire des politiques publiques et de les challenger en prenant évidemment en compte les enjeux de transition écologique. Ça n'est finalement ni plus ni moins que la 14001 adaptée au territoire. Si on considère que la 14001 est plutôt aujourd'hui l'outil de référence des entreprises, même si les territoires évidemment s'y sont mis. C'est à utiliser en l'adaptant à chaque contexte. Il y a cette logique de flexibilité, de plasticité dont je parlais tout à l'heure. Et puis bien évidemment, surtout pour vous en tant que structure pays PETR, si vous adoptez évidemment ce référentiel et on vous engage à l'adopter pour travailler votre contrat, eh bien, il faut le faire en concertation, en association avec les EPCI, évidemment, puis avec les autres structures avec lesquelles vous allez travailler, les départements, les régions, les services de l'État, les entreprises éventuellement. C'est un outil de dialogue. C'est vraiment ça sa force d'ailleurs, c'est l'outil de dialogue. Et comme je le disais, donc vous allez trouver un lien de téléchargement sur le manuel Vademecum qui va être produit très prochainement. Voilà. C'est terrible ce que je vous demande à chacun. Merci beaucoup, Dominique Renaudet, d'avoir fait ce tour d'horizon en 10 minutes. Merci beaucoup. Effectivement, ce qui est à retenir, c'est que cette norme-là ne vous fait pas partir de zéro, mais a bien l'ambition, en fait, d'être un rebond par rapport à ce que vous avez fait dans le cadre des dialogues que vous avez conduits à travers l'agenda 21, à travers l'ISO 26000 pour certains d'entre vous, à travers la 9001 pour d'autres, etc. Et c'est vraiment ce système de management global qui est intéressant à travers cette norme. Donc, je passe la parole sans plus attendre à Virginie Fleury, pays de Thiérache, pour lui poser une question qui est la suivante. Comment avez-vous articulé votre contrat avec votre projet de territoire, d'autant plus que vous avez eu un pacte? Merci beaucoup, Virginie Fleury. Merci à vous et bonjour à tous. Alors, l'exercice n'est pas forcément simple, effectivement, de pouvoir concilier les objectifs du contrat avec l'ambition du projet de territoire. D'ailleurs, quand Michael m'a appelé pour me proposer d'intervenir sur le sujet, je me suis dit que sans doute il voulait que je m'énerve et que je lui explique comment on pouvait vite s'agacer dans ce genre d'exercice. Mais voilà, donc il faut, je pense, rester humble déjà par rapport à cet exercice et puis se dire qu'il faut aller aussi se défouler à côté pour pouvoir se donner tous les moyens d'y réussir. Non mais trêve de plaisanterie, par rapport effectivement à cet exercice qui me paraît effectivement de concilier à la fois les objectifs d'un contrat et celui de l'ambition d'un projet de territoire, il y a déjà les deux éléments qui sont pour moi en soi une difficulté. La première, c'est le projet de territoire. Et tout à l'heure, ça a été bien rappelé que c'était en permanence un exercice de rappel auprès des élus, ou en tout cas, c'était une nécessité que les élus s'approprient correctement ce projet de territoire et qu'il sert véritablement de base à la construction de n'importe quel contrat. Et ça, c'est finalement une pédagogie au quotidien qu'il faut avoir en tête. C'est se dire, ce projet de territoire doit être notre Bible de tous les jours. Le deuxième exercice, c'est le deuxième point de complication, je serais tentée de dire, c'est que dès lors qu'on a une perspective de contrat qui est présentée aux élus et de manière générale à un territoire, on a un phénomène que l'on n'arrive pas à maîtriser, c'est que les élus pensent
qu'on vient de nous accorder un chéquier qui va permettre de financer tous les projets. Et là, en fait, c'est là où les élus, le territoire peut perdre la raison et imaginer que dans ce cadre-là, tout va pouvoir être financé. Et c'est à ce moment-là qu'on risque de perdre son âme, si vous voulez, si on ne remet pas au centre des choses, justement, ce projet de territoire, de manière à pouvoir bien l'exploiter dans le cadre du contrat. Et le projet de territoire, et c'est là où vous voyez, pour que l'exercice, ou en tout cas moins difficile, je pense que la clé de réussite, c'est d'avoir un bon projet de territoire. Et ça, ce n'est pas un exercice aussi facile que ça, parce qu'il faut vraiment qu'il soit partagé, mais aussi qu'on soit très... et des objectifs qui sous-tendent cette ambition. Et quand je dis précis, c'est qu'on mette les mêmes... partage la définition de ces objectifs. Si on pouvait aller jusqu'à la déclinaison du projet de territoire par un plan d'action, ce serait encore mieux. Alors, Virginie Fleury, oui, exactement, pardon. Alors, vous disiez des choses qui sont clés par rapport à votre au comment faire et on a été coupé dans la ligne. Si vous pouviez reprendre les derniers éléments, il faut être précis, vous disiez, et ensuite vous avez continué à énoncer les clés de réussite. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de les reprendre? Alors, je vais essayer. C'est vrai que j'ai une connexion qui n'est pas excellente. Donc, je disais que pour moi, pour réussir cet exercice, la base, c'est d'avoir un projet de territoire très bien défini, c'est-à-dire d'être clair. Cette ambition générale est importante, elle me semble essentielle, mais elle doit être déclinée en objectifs, là aussi clairs. Mais quand je dis clair, c'est-à-dire qu'on ait la même lecture ou la même définition de ces objectifs. Si on peut aller jusqu'à un plan d'action, c'est encore mieux. Aujourd'hui, par rapport à cet exercice de concilier projet de territoire ou objectif du projet de territoire et ambition d'un contrat, je trouve qu'on a cette opportunité ou cette chance, en tout cas c'est le cas pour le territoire de la Thiérache aussi, d'avoir plusieurs dispositifs contractuels qui nous permettent aussi, si vous voulez, de ne pas vouloir mettre l'intégralité du projet de territoire dans un contrat, mais essayer du projet de territoire vers certains contrats pour ne pas s'y perdre et mettre d'autres objectifs du territoire dans les autres procédures contractuelles. Je vais vous citer des exemples. On a effectivement signé un pacte avec l'État dans lequel on va retrouver un certain nombre de politiques, comme par exemple l'économie, la mobilité, la transition écologique. Et on va avoir également un contrat avec la région qui va nous permettre en parallèle d'aller vers d'autres objectifs comme l'amélioration des services à la population, conforter à l'habitat. Vous voyez, donc aujourd'hui, pour nous, ce que je voudrais éviter, c'est justement d'obligatoirement le projet territoire dans un seul dispositif contractuel au risque de s'y perdre. Et donc, pour moi, l'exercice que l'on essaie de faire, c'est d'avoir une connaissance précise de tout ce que peut apporter le contrat, sur cette base de flécher les différents objectifs pour les orienter au mieux. Voilà, aujourd'hui. Alors, en effet, on a été coupé à certains moments, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Ce que je crois, l'on a pu entendre, et si je dis des bêtises, je parle sous votre contrôle, mais c'est que effectivement, il y a ce cadre imposé aujourd'hui avec ce contrat pour juin, mais que c'est pas parce qu'il y a cette volonté de mettre un maximum de choses au même endroit dans ce contrat-là que forcément, il ne faut pas non plus, en dessous, dans les catégories de contrats, répartir les choses là où elles doivent être et que, du coup, on doit travailler à la mise en cohérence de ces différents contrats pour faire que, même si on retrouve tout au même endroit, avec ce qui a déjà été signé, eh bien, il faut faire le lien, il faut faire la mise en cohérence.
Ça, c'est une chose. Et puis, l'autre chose, c'est qu'effectivement, quand on va dialoguer avec les parties prenantes sur son territoire, peut-être, je reformulerai ça d'une manière différente, c'est qu'il faut fixer un cadre. C'est-à-dire que souvent, quand on va vers les parties prenantes du territoire, on demande quels sont les besoins, c'est quoi vos préoccupations, et après, on va fixer un cadre, on va organiser tout ça, puis on va dire, ben voilà, dans quoi ça rentre. Et que parfois, quand on fixe le cadre avant, qui est de dire, attention, le cadre de la concertation, c'est le suivant, c'est qu'on est à l'écoute des besoins, on est à l'écoute des demandes, même pas forcément que des besoins, mais aussi des demandes. Mais il y a une contrainte qui est celle que pour l'instant, il n'y a pas tous les financements derrière chaque projet qui peut être mis en place, et que demain, si on les met en place, il faudra aller chercher les financements. Et que donc, c'est pas à tout va, et ça ne veut pas dire qu'on a une enveloppe budgétaire qui est déjà disponible et non affectée dans le cadre du dialogue qu'on est en train de mener aujourd'hui. Si je résume, et même si c'est beaucoup plus complexe sur chacun de vos territoires. Non, alors c'est vrai que, encore une fois, je suis désolée parce que la connexion est vraiment mauvaise de votre côté, je pense, et de la mienne. Donc, je rate aussi des épisodes dans ce que vous venez de dire. Mais oui, encore une fois, hein, moi, j'ai l'impression, enfin, c'est pas que j'ai l'impression, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à intégrer les objectifs du projet territoire à partir de cette diversité de contrats. Et qu'on maintient effectivement, ou en tout cas la parole que l'on essaie de faire passer auprès des élus, c'est de flécher des actions sur certains contrats et de ne surtout pas vouloir mettre tout dans un seul et même contrat au risque de lui faire perdre de son sens et de la pertinence aussi auprès de nos partenaires financiers. Merci beaucoup pour cette reprise, et d'autant plus que nous n'avons pas été coupés sur cette partie-là. Donc, c'est parfait. Alors, je partage mon écran à nouveau pour vous partager cette page de synthèse où vous voyez sur chacune des étapes dans l'outil que nous sommes en train de co-construire ensemble, vous aurez à chaque fois des témoignages, dont certains que vous avez entendus aujourd'hui. D'autres, si vous avez envie de contribuer, viendront de vos territoires sur une question que vous souhaitez traiter. Et puis, il y aura effectivement des outils, comme vous voyez ici, qui sont déjà d'ailleurs pour certains mis à disposition. Dedans, il y aura des études. Il y a des études, il y a des outils, il y a des guides d'utilisation, il y a des expériences qui sont mises en place. Vous avez aussi la manière, quand on dit j'ajuste les ambitions, c'est comment je réajuste tout ça. Vous avez des exemples de projets qui sont réinventés, qui sont proposés en vidéo ou par écrit. En tout cas, tout un tas de sources d'inspiration pour vos projets. Il nous reste 8 minutes pour finir à l'heure. Dans ces 8 minutes, ce que je vous propose, c'est la première chose, c'est de dire pour proposer vos outils, on a mis en place un espace sur Idealco, un espace de recueil de vos outils. On va vous communiquer le lien. Alors, pour le coup, je ne l'ai pas pris. Est-ce que je peux te demander, Michael, s'il te plaît, si tu as le lien pour Idealco ou Elodie, de bien vouloir le partager dans le chat. Merci beaucoup. Donc, on vous a mis un espace de recueil de contributions pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à revenir vers nous si jamais voilà, vous dites, en fait, j'ai un problème de connexion, mais normalement, ça se passe bien. Vous pouvez y déposer donc votre volonté, merci Michael, de faire un témoignage en vidéo. On prendra un rendez-vous en quelques minutes, ce sera fait parce que comme vous le voyez, on essaye de réduire à 5-10 minutes chacun des témoignages. Ensuite, vos ressources web sur YouTube, sur des témoignages, des reportages ou des documents ressources ou des rapports même d'analyse qui ont pu être conduits. Et puis, bien sûr, on pourra aussi recueillir vos questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait pas mal de témoignages, on a partagé pas mal d'informations. Donc, peut-être qu'à tête reposée, d'ici au 22 et par rapport à ce que vous allez vivre aussi vous, sur vos territoires, vous allez avoir des besoins qui vont émerger. N'hésitez pas à les partager sur cet espace pour que, pourquoi pas, on puisse les aborder lors du prochain webinaire.
Et puis, bien sûr, parce que, comme nous vous le disons depuis tout à l'heure, c'est un outil qui ne sera jamais aussi performant que si vous, vous y contribuez avec votre expérience. Je vais vous demander de prendre 3 minutes pour bien vouloir regarder ce que l'on peut mettre sur les étapes 1, 2 et 3 sur cet espace Klaxoon. Emeline Nargis, si vous voulez bien remettre le lien, s'il vous plaît, du Klaxoon, si jamais certains participants n'ont pas pu encore s'y connecter. Je vois qu'il y a déjà un certain nombre de contributions. Super. Et du coup, nous dire, ben voilà, je souhaite partager une ressource. Donc, je suis ravie que la partie bleue soit la plus riche de ce tableau. Merci beaucoup à chacun pour vos apports. J'ai envie de partager une expérience et là, on a déjà une contribution sur ces expériences. Et puis, j'exprime mon besoin. Et on a vu que dans les besoins qui sont exprimés, on a déjà une partie de réponses qui ont été apportées. Donc, c'est parfait. Je vous laisse un instant. Si vous voulez contribuer, il est 55. Je nous laisse jusqu'à 56, 57 pour écrire quelques post-it. Et peut-être, Mickaël, as-tu envie de compléter sur la fin de ce webinaire, ce qu'on a pour la suite, pour nous amener jusqu'au 22 et la suite. Et alors, du coup, avec grand plaisir, peut-être Charles Benoît, ton expertise et ton regard sur ces échanges, oui, faut être contraint. Est-ce que tu es toujours avec nous? Oui, 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 je suis toujours avec vous et je suis très convaincu aujourd'hui par ce que j'ai entendu. C'est-à-dire qu'on voit bien que si on assemble les expériences des uns et des autres, on va vraiment pouvoir permettre à chacun, en fonction de là où il en est, et je pense qu'il y avait une question très intéressante qui a été posée, est-ce qu'il faut tout faire pour la date de juin? Je pense qu'il faut faire ce qu'il est possible de faire, c'est-à-dire un premier pas pour juin, et le premier pas, il n'est pas du tout le même d'un territoire à l'autre. Et les témoignages que l'on a entendus montrent bien que quel que soit le niveau du territoire et quelle que soit l'avancée du territoire, eh bien, finalement, il y a une réponse pour chacun. Et je pense que ça, c'est vraiment intéressant. C'est ce qu'on peut retirer d'aujourd'hui. L'autre point que je souhaiterais souligner, c'est que je suis ravi qu'il y ait beaucoup de ressources, plutôt des données, des outils dans Klaxoon, mais ça serait aussi intéressant d'entendre les témoignages des uns et des autres, quel que soit, là encore, une fois, les niveaux de maturité. Souvent, on met en avant ceux qui sont les plus avancés, déjà très en avant-garde. Nous, on pense que c'est aussi important d'avoir des témoignages. J'allais dire, être à tous les niveaux du cheminement est très important à témoigner. Pourquoi? Parce que sinon, si on n'entend que ceux qui sont déjà très, très, très avancés, on a l'impression que jamais son territoire peut en être là. Or, il n'y a pas un territoire aujourd'hui qui ne puisse finalement faire un pas pour que cette contractualisation ait du sens. Et moi, j'ai beaucoup aimé le témoignage que l'on a entendu en disant finalement, un contrat, c'est qu'un petit bout de quelque chose. Et le plus important c'est vraiment l'ambition du territoire. Donc, ne pas essayer de mettre tout dans le contrat, mais bien de s'appuyer sur la diversité des contrats. Je pense qu'en France, on a quand même cette chance d'avoir une diversité de contrats et donc de pouvoir finalement donner au territoire finalement la primauté. Et encore une fois, une marche qui est franchie, un acteur qui est impliqué, c'est vraiment un point important. Et le dernier point sur lequel je voudrais revenir, on a eu de très beaux témoignages sur finalement la façon dont on peut impliquer les habitants d'un territoire sur le sujet. J'aimerais aussi insister sur l'importance de mobiliser les acteurs académiques de son territoire. Souvent, les académiques nous disent, en fait, on va chercher les académiques de l'autre bout du monde pour venir, mais nous, on est juste à côté et on n'est pas sollicités. Ils ont envie de se mobiliser. On était avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts la semaine dernière avec une 60aine de chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là et qui veulent se mobiliser. Nos territoires, nos chercheurs, nos enseignants des territoires sont vraiment à l'écoute de ça et je pense que c'est important. Et puis, dernier point, parce que c'est nos travaux de recherche depuis 15 ans, c'est n'oubliez pas non plus d'impliquer les associations, les entreprises de votre territoire, autrement dit,
pas seulement les personnes, le pouvoir d'agir des personnes, mais aussi la capacité d'action des organisations. Et les organisations, en France, sont souvent les grands oubliés, alors que finalement, elles sont déjà à la manœuvre et souvent, elles sont déjà une partie de réponse pour pouvoir construire ensemble, finalement, un projet qui ait du sens. En tous les cas, je me réjouis, cher Michael, qu'on ait fait ce cheminement ensemble. On voit à la richesse de ce qu'on a eu que, voilà, il y a déjà beaucoup et je pense qu'il y aura encore plus d'ici le 24 si nous nous mettons tous à mettre à la fois nos contributions, et c'est très bien, mais aussi nos témoignages. Nous attendons de très nombreux témoignages et encore une fois, il n'y a pas de petits témoignages car tous les territoires ont une valeur, tous les territoires sont engagés et c'est bien cet engagement qui peut nous donner confiance dans l'avenir. Charles Benoît, tu es fantastique. Il est 16h pile. Chacun va pouvoir aller au rendez-vous qui était prévu à l'heure.